Bonsoir tout le monde. Mardi 10 janvier, 19h30. Bienvenue à votre webinaire privé mensuel. J'espère que vous avez passé une belle journée. J'espère que vous avez passé de très joyeuses fêtes également, que vous avez profité de ce moment de répit-là de fin d'année pour pouvoir vous reposer, vous réénergiser et commencer 2003 en puissance. Alors, tout d'abord, j'aimerais ça vous souhaiter une bonne année avec beaucoup de santé, hein, parce qu'avec la santé, on peut tout faire. Et je souhaite vraiment que 2023 soit complice de la réalisation d'au moins un de vos très grands rêves. Alors, ce soir, on a beaucoup de choses à voir, mais avant de commencer, pour être certaine que tout le monde soit au courant, il est arrivé des nouveautés de la part du ministère de la Famille. Je regarde leur site à peu près aux 2 jours, même pendant les vacances. Et en fin de semaine, je me suis aperçue qu'il y avait eu des changements. Donc, c'est quoi les nouveautés du ministère de la Famille? En fait, depuis le 1er janvier, même s'ils ont changé leur site la fin de semaine passée, maintenant, toutes les demandes de permis de garderie non subventionnés seront analysées directement par le ministère de la Famille et non par les comités consultatifs. Le comité consultatif qui appelait CCO est devenu le comité consultatif régionaux, donc les CCR, mais ça ne fait plus partie de leur mandat d'analyser les demandes de projets pour les demandes de permis pour les nouvelles garderies et ensuite de recommander ou non au ministère votre projet. Ils vont être vraiment attitrés sur d'autres projets. Fait que maintenant, à partir de maintenant, toutes les demandes qu'on dépose au ministère de la Famille vont être analysées directement par le ministère de la Famille et non plus par des comités consultatifs. Il y a également certains documents qui sont présentement en révision, donc qui vont être modifiés prochainement, entre autres le fameux formulaire de demande. Alors, pour le moment, si jamais il y a des gens qui sont prêts ou presque prêtes à acheminer leur demande, vous pouvez utiliser l'ancien formulaire, il n'y a pas de problème. Ils vont analyser la demande avec ce que vous allez envoyer, mais sachez qu'éventuellement, ce formulaire-là va tendre à changer. Puis bon, c'est sûr et certain qu'avec le nouveau formulaire, moi, je vais me pencher dessus puis je vais venir vous donner les explications nécessaires pour qu'on puisse le remplir adéquatement. Il y a évidemment le guide pour remplir le formulaire qui est présentement également en cours de révision. Et le programme éducatif, là, il y a beaucoup de monde qui disent encore, il me semble qu'ils viennent juste de le changer. Effectivement, je pense qu'ils l'ont changé en 2019, mais le programme éducatif, donc le programme pédagogique, est encore retombé en cours de révision, alors il va changer prochainement. Un autre gros morceau, le tableau sur l'estimation de l'offre et de la demande qu'on regarde en fait pour s'assurer de sélectionner un secteur qui prévoit être en déficit de place parce que le comité consultatif se fiait entre autres à cet élément-là pour recommander ou non les projets au ministère de la Famille. Le tableau a été retiré ainsi que les cartes territoriales. Donc, maintenant est apparu une notification sur le site du ministère de la Famille que les gens qui veulent savoir c'est quoi les secteurs en demande, il faut prendre le téléphone et les appeler. Chose que j'ai faite et je m'en viens avec des explications pour vous. Et c'est ça, le délai de réponse du ministère de la Famille, est-ce qu'il va y avoir un changement par rapport à ça, vu qu'il n'y a plus de comité consultatif? Bref, j'ai pris le téléphone pour vous et j'ai appelé mes amis au ministère. J'ai parlé avec quelqu'un qui était très gentil au téléphone, le pauvre, je l'ai bombardé de questions. Je savais pas, ils sont seulement 6 à répondre au téléphone. Des fois, j'appelais, je raccrochais, je rappelais pour voir si j'avais le même son de cloche en parlant à quelqu'un d'autre. Maintenant, on le sait, ils sont juste 6, ils n'ont pas une espèce de gros centre d'appel, ils sont juste 6 à répondre au téléphone. Fait que moi, j'ai parlé avec un monsieur très gentil, puis là, j'ai commencé à poser des questions, j'ai écouté, je dis, vous, là, je dis, moi, j'accompagne les gens qui démarrent des garderies. Je dis, présentement, il n'y a plus le tableau pour
connaître les secteurs en déficit de place, il n'y a plus les cartes. Ça dit de vous appeler. Donc, moi, je vous appelle, c'est quoi les secteurs qui prévoient être en déficit de place? Ben, le monsieur, là, il n'a jamais été capable de me répondre. Il ne sait pas. Je dis, OK, mais je dis, vous n'avez pas un outil? Parce que c'est écrit, je l'ai amené pendant que je parlais au téléphone, je l'ai amené sur le site. Donc, il a vraiment vu de ses yeux vus qu'est-ce qui était indiqué. Et il savait pas trop quoi me dire. Il dit, nous autres, on est comme pas trop au courant. Il dit, nous autres, habituellement, on répond vraiment plus au niveau des lois, les gens qui ont des questions par rapport aux lois, aux règlements. Il dit, pour le démarrage de garderie, il dit, c'est plus nébuleux, puis on est quasiment toujours les derniers au courant. Fait que je dis, OK. Mais je dis là, on se base sur quoi à ce moment-là, tu sais, si ça dit de vous appeler pour connaître les secteurs, vous connaissez pas les secteurs, je dis, on fait quoi? Ben, il dit, faut faire une étude de marché. Donc, maintenant, la balle est dans votre camp, faut juste préparer une bonne étude de marché, mais mon petit doigt me dit, peut-être que je me trompe, mais habituellement, j'ai une pas pire intuition qu'ils vont revenir soit les cartes territoriales ou le tableau sur l'estimation de l'offre et de la demande, probablement qu'ils les ont retirés pour les mettre à jour et qu'ils vont revenir éventuellement. Mais bon, ça, c'est juste une spéculation de ma part, peut-être que je me trompe. Alors, en attendant, si vous avez à envoyer une demande au ministère présentement ou rapidement dans les prochains jours, peut-être semaines, si le tableau est pas revenu, il va falloir vraiment faire une étude de marché un peu plus poussée pour prouver au ministère, en fait, qu'il y a réellement un besoin dans le secteur que vous convoitez. J'ai demandé à la personne au ministère, OK, mais les gens qui ont déjà déposé des demandes à l'automne, ils arrivent quoi avec eux autres? Fait qu'il dit, ben, c'est la même chose, c'est juste que là, ça sera pas le comité consultatif théoriquement qui va analyser la demande, ça va être le ministère de la Famille et ça va être les mêmes 3 critères qu'habituellement. Donc, la qualité du projet, la faisabilité du projet et la pertinence du projet. Fait que là, moi, je lui ai dit au monsieur, j'attends une minute. Dans la pertinence, c'est indiqué que pour que le projet soit pertinent, faut qu'il soit dans un secteur qui prévoit être en déficit de place. Mais là, si vous avez plus l'outil, que vous avez plus quels secteurs sont en déficit de place, comment est-ce que vous allez savoir si le projet est pertinent ou pas? Là, il avait l'air un peu perdu avec toutes mes questions, mais il m'a répondu qu'il allait probablement se fier à l'étude de marché. Sauf que théoriquement, on peut pas envoyer quand même 250 millions de documents. Oui, on peut envoyer quelques trucs, mais si on en envoie trop, théoriquement, ils sont supposés regarder un peu plus ce qui est demandé. Habituellement, les comités consultatifs faisaient quand même entorse et regardaient si on envoyait un bail ou des ententes ou une lettre d'un maire ou quoi que ce soit. Sauf qu'on n'est quand même pas pour envoyer une espèce de grosse étude de marché. Bref, encore une fois, c'est mon intuition. À la section 2.3 du formulaire, il y a comme une sous-question qui demande justement en quoi le projet est pertinent, dans quel secteur, puis un peu justement qu'est-ce qui prouve que ce secteur-là a un besoin et en quoi votre projet va venir combler ce besoin-là. Donc, probablement qu'ils vont se fier là-dessus. Je vais laisser passer une semaine ou deux et je vais relancer le ministère de la Famille pour essayer d'avoir peut-être plus d'éclaircissements. Peut-être que les gens qui répondent au téléphone vont avoir eu plus de réponses depuis ce temps-là parce que bon, ça avait l'air d'être justement très frais. Il était comme pas trop au courant. Mais bon, en attendant, je vous donne les nouvelles pour pas que vous soyez tenté d'appeler au ministère, bien que vous pouvez également. Si jamais vous avez un autre son de cloche, vous me le direz. Et j'ai demandé à la personne, OK, mais là, les nouveaux documents par rapport au formulaire de demande, au guide, au programme éducatif, ça va être prêt quand et disponible quand sur le site? Il dit, écoute, on n'a pas de date, mais ça devrait aller quand même assez rapidement, même si c'est gouvernemental, probablement début février. Alors, en attendant, on utilise les anciens. Autre question, j'ai demandé justement après, ben, tu sais, bon, habituellement, on prenait notre demande, on l'envoyait par la poste au ministère. Le ministère prenait la demande, regardait pour être sûr que la demande, elle était recevable et la transmettait au comité consultatif. Le ministère nous envoyait une lettre à l'intérieur normalement de 60 jours pour nous dire si la demande, elle était recevable ou non. Donc, ça voulait dire que la demande, si elle est recevable, c'est que ça ne veut pas dire que vous avez déjà le feu vert pour votre projet, ça voulait juste dire qu'on pouvait s'attendre à ce que la demande elle soit analysée.
Là, j'ai demandé si le 60 jours pour avoir une réponse à savoir si la demande elle est recevable pour analyse ou non tenait toujours la route. Oui. Et le délai par la suite pour l'analyse du ministère, je me suis dit peut-être que ça va aller plus vite vu qu'il y a un intermédiaire de moins. La personne au téléphone semblait me dire que oui, ils n'ont pas de délai X par contre, mais il m'a dit par contre que les nouvelles personnes au ministère qui vont s'occuper justement d'analyser les demandes vont se rencontrer une fois par mois. Donc, c'est plus fréquent que ce que les gens se rencontraient avant. La ministre qui est nouvellement en poste, elle veut vraiment accélérer le processus. Donc, on pourrait peut-être s'attendre à ce que ça aille plus rapidement par la suite pour avoir le feu vert pour poursuivre nos démarches. 2 dernières questions que j'ai posées au ministère. Après ça, le monsieur, il voulait plus rien, il voulait plus me parler. Non, je fais des blagues. Je voulais savoir, j'ai dit, y a-t-il des nouveaux appels de projets qui s'en viennent? Et peut-être, il y a eu peut-être du vent de quelque chose, peut-être c'est pas trop à suivre, donc on reste à l'affût. Puis finalement, j'ai parlé de la promesse électorale de la CAQ qui mentionnait que s'il était réélu, il allait converser toutes les garderies qui étaient en opération non subventionnées en subventionnées. Le monsieur n'a pas eu de nouvelles à propos de ça, mais comme je l'avais deviné, il a réitéré un peu ce que je pensais, que si jamais ça allait aller de l'avant dans ce sens-là, c'est sûr et certain que ça ne sera pas donné at large à tout le monde, qu'il va y avoir des critères d'admissibilité pour pouvoir faire ces conversions-là. Alors, c'était mes petits messages, juste pour que tout le monde soit au courant. J'ai mis ces messages-là sur les réseaux sociaux. C'est pas tout le monde peut-être qui a vu passer. Je vais les mettre dans mon infolettre dimanche, lundi prochain, mais vous avez vraiment le privilège et d'avoir tout ça en primeur. Alors, ce soir, ce qui était au programme, ce qui est toujours au programme d'ailleurs, c'est comment faire ces prévisions financières. C'est pas toujours évident pour tout le monde, donc je vais vraiment prendre le temps de tout vous expliquer. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter, pas obligé d'attendre à la fin parce que on va voir quand même beaucoup de choses. Donc, voilà. Première chose que je dois vous dire par rapport justement aux prévisions financières, les prévisions financières doivent contenir les taxes. Donc, si jamais vous prévoyez un montant pour soit les rénovations ou un montant pour l'ameublement ou pour les jouets ou peu importe, ça doit être taxe incluse. Qu'est-ce qui doit être indiqué dans vos prévisions financières. Juste parenthèse également, puis après ça, je vais vous montrer un tableau. J'ai eu plusieurs questions de personnes qui me disaient « Ah, ben Julie, on peut dépenser un peu plus parce qu'on va recevoir des taxes à la fin sur ce qu'on a payé parce qu'on est une entreprise. » Malheureusement, habituellement, non. À reconfirmer avec vos comptables, moi, en 7 ans que j'ai eu la garderie, j'ai jamais pu récupérer de taxes parce que le service de garde n'est pas un service qui est taxable. Alors, pas besoin d'aller vous chercher des numéros de TPS-TVQ parce que comme vous ne percevrez pas de taxes, vous ne pourrez pas en récupérer de l'autre côté. Alors, voilà. Je vous partage. J'ai déposé, il y a plusieurs façons de faire des prévisions financières. Il y a plusieurs tableaux qui existent. Anciennement, le tableau que j'avais mis dans les outils dans Rescousse, c'était un tableau vierge qui provenait du site PME Montréal. Il est encore disponible, je l'ai dans Rescousse, sinon vous pouvez aller le chercher directement sur le site de PME Montréal. Normalement, les tableaux comme ça, ils se ressemblent pas mal tous. Il y a aussi un autre logiciel qui est gratuit, qui s'appelle, mon Dieu, Prévisio. Prévisio.ca, mais sans accent aigu, donc Previsio.ca. C'est un logiciel qui est gratuit, qui a été conçu avec la Banque TD et l'École des entrepreneurs du Québec. L'avantage avec le logiciel Prévisio pour faire les prévisions financières, c'est qu'on n'a pas peur d'effacer sans faire exprès une formule et que finalement, nos trucs balancent pas à la fin. C'est très bien monté, quand même assez intuitif là pour aller jouer dedans. Donc, ça sera à vous de voir, est-ce que vous souhaitez utiliser le logiciel Prévisio qui est gratuit. Donc, on tape Prévisio sur Google, ça sort. Sinon, il y a, pour avoir accès aussi à ce document-là,
quand vous vous connectez sur le portail de formation, dans le menu de gauche, il y a un onglet ressources. Vous cliquez dessus, puis là, vous avez vraiment une foule d'informations. Vous avez toutes les notes de cours, vous avez les webinaires qui sont en rediffusion. Vous avez toutes sortes de documents, toutes sortes d'outils pour justement pouvoir vous aider. Alors, le tableau des prévisions financières que j'avais anciennement de PME Montréal est là et celui que je vous présente ce soir l'est également. Vous l'avez en version vierge, donc qu'est-ce que je vous présente, et vous l'avez en version remplie pour vous donner un peu une idée de qu'est-ce que ça pourrait ressembler. Mais là, faites attention, parce que moi, j'ai rempli le tableau avec certaines informations qui ne sont peut-être pas les vôtres. Donc, chaque projet de garderie est tellement unique. Ça dépend du nombre d'enfants que vous allez recevoir, ça dépend de la superficie que vous allez utiliser. Il y a comme tellement de variables, de variantes qu'il faut vraiment s'attarder à effectuer chacun ses propres prévisions financières. Donc, ce que je présente ce soir, puis je vais vous expliquer comment faire pour faire vos prévisions financières, c'est un tableau Excel. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui détestent. Super attention, faites attention d'écrire seulement dans les champs de couleur bleue. Parce que si vous touchez aux champs jaune, vert ou rouge, ça se peut que vous effaciez des formules puis qu'à la fin, on puisse pas avoir de rapport. L'avantage avec le prévisio en question, c'est que vu on n'efface pas rien, à la fin, en plus, on clique sur un bouton, puis le logiciel, il nous crée automatiquement tous nos rapports. Là, on va être capable de les avoir, mais il faut vraiment faire attention de ne pas écrire n'importe où. Alors, premier onglet, le coût. En fait, ça ici, on va venir parler des frais de démarrage. Donc, combien ça coûte pour faire une garderie? Combien ça coûte pour mettre sur pied une garderie? Alors, colonne de gauche à se procurer, colonne de droite en notre possession. Donc, un fonds de roulement. Normalement, les banquiers vont vous demander d'avoir un fonds de roulement pour pallier aux imprévus. Donc, ça veut dire, admettons que, je sais pas, vous ouvrez la garderie, ça fait 3-4 mois que vous êtes en opération, puis, oh mon Dieu, il arrive un bris majeur ou quelque chose, il faut payer, ben que vous soyez pas obligé de retourner voir la banque puis de dire, écoutez, c'est parce que là, j'ai pas emprunté assez d'argent, blablabla, ou tu sais, fait que dans le fond, c'est un fonds de roulement qui est comme un peu un coussin en cas d'imprévu. Théoriquement, dans les livres, on devrait avoir un fonds de roulement de 3 mois d'opération. Ça veut dire qu'on devrait calculer nos dépenses pour 3 mois, donc le loyer, la nourriture, les salaires, ainsi de suite, pendant 3 mois, et ça devrait représenter le montant de notre fonds de roulement. Pour une garderie, ça peut monter très rapidement. Il n'y a pas personne qui a 50 000 ou 100 000 dollars dans un tiroir à la maison pour pallier en fonds de roulement, en plus de la mise de fonds qu'on va avoir besoin pour le prêt. Alors, le fonds de roulement, gardez juste en tête que ça vous prend un montant, par exemple, un 10 000 $ qu'on pourrait venir écrire ici. Alors, le banquier, en fait, il vous demandera pas nécessairement 3 mois de fonds de roulement, mais il va vouloir voir un montant là. Donc, pensez qu'en plus de votre mise de fonds, ça va vous prendre un petit montant comme fonds de roulement. Dans un monde idéal, vous en aurez pas besoin, donc ça va juste être un coussin qui va traîner dans le compte de banque, mais si jamais il arrive un pépin, ben vous l'aurez. Inventaire de départ, si jamais, par exemple, il y a des gens qui sont en milieu familial puis qui ont des choses, des jouets, des trucs, vous pourriez l'écrire ici en notre possession. Donc, inventaire de départ en votre possession, vous évaluez vos trucs, vos meubles, vos jouets à combien, on pourrait écrire un montant. Si jamais vous partez de scratch, donc vous n'avez pas de garderie, on n'écrira rien ici, on va venir écrire quelque chose dans l'autre onglet « Frais initiaux » ici. Si on continue, actifs à long terme, donc là ici, on va parler des immobilisations. Donc, c'est des choses, puis ça, c'est plus au niveau comptable. Le comptable, quand il va faire vos rapports d'impôts, tout ce qui garde de la valeur va pouvoir être amorti sur les premières années d'opération de la garderie pour vous faire économiser de l'impôt.
Donc, c'est pour ça qu'il faut les calculer à part. C'est plus pour le banquier et ensuite de ça, probablement même pour le comptable. Donc, équipement informatique, c'est des choses qui vont rester. Alors ici, on peut parler, entre autres, de tout ce qui est logiciel de service de garde. On peut parler justement de matériel informatique, donc ordinateur, imprimante, tout ce qui peut toucher là, à l'informatique. Donc ici, on va venir écrire un montant. Évidemment, il va falloir faire vos recherches, hein, parce qu'il y a plusieurs places qui vendent des ordinateurs, il y a plusieurs places qui vendent des imprimantes, il y a plusieurs places qui vendent des logiciels de service de garde, des logiciels de gestion. Donc, il va falloir appeler, demander des prix, puis faire vos recherches. Surtout, prenez pas le premier prix que vous avez, là. Faites vos recherches parce que si vous prenez n'importe quel prix, ben ça se peut qu'en fin de compte, la garderie va vous coûter trop cher à faire puis que le projet fonctionnera pas. Fait qu'il faut vraiment ici s'armer de patience, faire vos appels, faire vos devoirs, magasiner pour trouver qu'est-ce qui correspond le mieux à vos attentes et à vos besoins. Fait quand même bien que j'écris un montant ici, ça veut pas dire que ça va être votre montant à vous. Je vais vous montrer une fois que tout le formulaire va être fini à quoi ça ressemble, mais par exemple, on pourrait écrire ici, je sais pas, mettons, je vais écrire juste 5 000 $. C'est juste pour la forme. Ensuite de ça, meubles électro-équipements. Donc là, tous les meubles, ça veut dire les meubles autant dans votre bureau. Donc votre bureau, vos chaises, les chaises pour quand vous allez recevoir des parents, un classeur, tous les meubles à l'intérieur de la garderie, des étagères, des tables, des chaises pour les enfants, les chaises hautes, les petits matelas de sol, les bassinettes, les électros pour la cuisine. On va venir écrire un montant ici, toujours. Ben là, attends une minute, là, je me suis trompée. Il y a hey, vous suivez pas ma gang de coquins, hein? C'est pas en notre possession le matériel informatique. Ça va être à se procurer. Là, j'ai marqué, en tout cas, on va me remettre 5 000, mais c'est juste pour la forme. Donc voilà. Ensuite, fait que, théoriquement, si vous suivez, presque chaque ligne va nécessiter un appel ou des appels pour avoir des prix à des fournisseurs. Donc, ensuite de ça, ben, la clôture de la cour. Alors, n'oubliez pas, vous êtes obligé d'avoir une cour située à moins de 500 mètres de la garderie et la cour doit être obligée d'être clôturée. Donc, si vous avez un parc à moins de 500 mètres qui est clôturé, vous n'êtes pas obligé d'avoir une cour, sinon, vous êtes obligé d'avoir une cour. Et ben là, ici, on va venir mettre le prix de la cour, donc l'aménagement de cette cour-là, et pas les jouets qui vont être à l'intérieur, juste la cour, la clôture, le revêtement de sol. Évidemment, on ne laissera pas de l'asphalte ou du ciment parce que c'est sûr qu'il va y avoir des bobos. Donc, est-ce que vous allez mettre comme revêtement de sol du sable, des copeaux, des tuiles de caoutchouc recyclées? Ça sera à votre choix. Justement, magasiner, il y a des matériaux qui sont plus chers que d'autres. Tu sais, si vous dites, ah non, moi, je vois la cour là, avec un super gros module, puis vraiment le revêtement de sol en caoutchouc recyclé, puis que finalement, à force de faire des appels, vous vous rendez compte que votre cour de rêve, elle coûte 50 000 $ à faire, ben peut-être que ça va être un objectif à moyen terme une fois que la garderie va être en opération. Peut-être qu'on peut commencer avec quelque chose de moins coûteux pour vous permettre de commencer votre projet. Amélioration locative, ici, ça va être vraiment toutes les rénovations. Donc là, ici, le prix va aussi beaucoup varier en fonction de la superficie. Est-ce que vous allez acheter un terrain que vous allez faire construire? Est-ce que vous allez acheter une bâtisse, la convertir pour faire une garderie? Est-ce que vous allez louer un local? Les superficies que vous allez avoir besoin dépendront évidemment du nombre d'enfants que vous allez accueillir. Donc, plus que vous avez d'enfants, plus que vous allez avoir besoin d'une grande superficie, plus que ça va vous coûter de rénovation. Une fois que vous allez avoir une idée de la grandeur, vous allez pouvoir essayer de calculer, si vous pouvez même appeler des gens pour essayer d'avoir des idées de prix, même si on n'a pas encore de plan d'aménagement, on peut quand même essayer d'avoir une idée de combien ça peut coûter. Armoire comptoir, dans chaque locaux, ça prend des armoires de rangement, entre autres certains barrés parce qu'il va y avoir des produits pour nettoyer les tables avant le dîner. Des comptoirs, ça va prendre un lavabo dans chaque local. Habituellement,
c'est des compagnies d'armoires de cuisine ou d'armoires de salle de bain qui vont être capables d'effectuer ces soumissions-là éventuellement. Là, je sais qu'on est, au stade embryonnaire, donc on n'est pas encore rendu à faire des soumissions. Ça, c'est vraiment à l'étape 2, une fois que votre projet a reçu le feu vert de la part du ministère, que là, on va venir faire des soumissions officielles pour les armoires, les comptoirs, puis les rénovations, pour après ça venir choisir l'entrepreneur et les fournisseurs qui collent avec notre projet. Mais il faut quand même là avoir une idée de combien ça pourrait représenter. Donc oui, ça prend des recherches, il faut prendre le téléphone, il faut appeler. Puis là, les gens, des fois, ils sont un peu frileux à vous donner des prix parce qu'ils n'ont aucune espèce d'idée à quoi votre projet pourrait ressembler. Dans le fond, on vient ici chercher une espèce de fourchette à savoir tu sais, les armoires, les comptoirs, ça va-tu plus coûter 10 000 ou ça va-tu plus coûter 100 000? Ça va pouvoir quand même vous donner une idée du montant à aller chercher en financement. Une fois qu'on a fini ça, avant de passer aux sources de financement, je vais vous montrer le troisième onglet, frais initiaux. Donc ça, en fait, là, je reviens au coût. Ça pourrait rentrer dans l'inventaire de départ. Donc, si ici, vous avez des jouets, on l'a dit tantôt, vous l'écrivez en notre possession. Sinon, qu'on a besoin d'aller chercher du financement pour d'autres choses, c'est dans frais initiaux. Donc, à se procurer, c'est sûr et certain qu'il va y avoir les frais d'incorporation, d'immatriculation pour les gens qui sont en milieu familial. Sinon, c'est de l'incorporation. C'est à peu près 350 $. Les frais pour le permis de la garderie, donc au ministère de la Famille, les frais pour avoir les permis à la municipalité, donc permis de rénovation, permis d'affichage si vous voulez mettre une banderole dehors pour vous annoncer et permis de la MAPAC éventuellement. C'est pas très cher. Là-dedans, on pourrait même rajouter tout ce qui est absence d'empêchement, cours de premiers soins, donc c'est pas quand même très, très cher. Loyer, quand vous allez commencer à magasiner pour avoir peut-être, mettons, par exemple, un local à louer, vous n'êtes pas obligé de donner un dépôt de sécurité. Il y a des propriétaires qui vont vous en exiger, il y en a d'autres qui vous n'en exigeront pas. Donc, si jamais vous prévoyez laisser un dépôt pour le loyer, vous allez pouvoir l'indiquer ici, sinon on laisse ça à 0. Téléphone, électricité, même chose. Des fois, c'est inclus au bail. Des fois, ce n'est pas inclus au bail. Ça sera à vous de négocier. Ici, on parle surtout de l'électricité. Si jamais c'est pas inclus, des fois, les compagnies veulent qu'on mette un dépôt parce que c'est une nouvelle entreprise. Sinon, pour les frais d'installation, donc ça sera à vous de négocier. Moi, ça m'avait pas rien coûté de mémoire et moi, l'électricité était même inclus à mon bail, donc ça sera à vous de voir si vous mettez un montant ou non. Là, ici, c'est juste les montants de départ. Là. On parle pas de combien ça vous coûte sur un mois. On va s'en venir avec ça un peu plus tard ce soir. Ensuite de ça, fourniture de bureau. Donc là, on parle plus des meubles, on va vraiment parler de la papeterie. Donc, tout ce qui est de l'encre pour votre ordinateur, les feuilles, les teintes, des enveloppes, si vous avez besoin de faire des cartes d'affaires, non, ça, c'est plus en publicité en dessous. Bref, des crayons, des dossiers pour classer les documents. Combien ça peut représenter en termes de coûts? Allez faire un tour chez Bureau en gros, sinon vous avez peut-être d'autres endroits qui sont moins chers. Puis oui, on peut aller chez Dolorama, il n'y a pas de gêne à aller là. Si ça peut nous faire sauver des sous, pourquoi pas? Peut-être pas pour les jouets, par exemple, là, mais sinon, papeterie, ça peut très bien fonctionner. Publicité, promotion. C'est sûr et certain que vous allez devoir débourser pour faire connaître votre garderie au départ, parce qu'il y a quand même bien que vous avez la meilleure garderie au monde. S'il n'y a pas personne qui sait que vous existez, vous n'aurez pas de clients. Donc, dès que vous commencez éventuellement à faire les rénovations, vous allez pouvoir commencer à vous afficher, soit faire de la publicité sur les réseaux sociaux, soit faire de la publicité dans les courriers locaux. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Et normalement, il faut prévoir un petit budget, donc on va venir l'écrire ici. En horaire professionnel, vous allez avoir besoin d'un architecte quand vous allez avoir le feu vert du gouvernement. Ça va prendre obligatoirement des plans d'aménagement par un architecte pour faire approuver ces plans-là.
Et par la suite, vous allez pouvoir soumettre ces plans-là directement à la ville pour avoir des permis pour les rénovations et faire vos soumissions, vos estimés par différents entrepreneurs. Mais il y a des honoraires par rapport à l'architecte. Évidemment, il ne fait pas ça gratuitement. Et notaire, avocat, ici, je vous explique plus en détail, c'est que, puis là, ici, depuis le début, là, je parle un peu plus pour une garderie en installation, parce qu'évidemment, une garderie en milieu familial, oui, c'est intéressant de faire cet exercice-là pour vous assurer que votre projet va être viable et rentable, mais surtout dans les frais initiaux, il y a beaucoup de choses peut-être que vous n'avez pas à avoir besoin d'un notaire ou d'un avocat là, si vous êtes en milieu familial, ni d'un architecte d'ailleurs. Notaire avocat pour les garderies en installation, c'est qu'une fois que vous allez avoir le feu vert du ministère, que vous allez retourner à l'institution financière pour avoir le prêt officiel, l'institution financière vous donnera pas 200, 300, 400, 500 000 dollars. Allez-y dans votre compte, amusez-vous. Là. Eux autres, ils veulent être certains que l'argent qu'ils vous versent va vraiment servir à la garderie. Donc, ils vont vous demander de mandater quelqu'un qui a un trust, quelqu'un qui a un compte en fidéicommis, comme un notaire ou un avocat. Et c'est cette personne-là qui va gérer les déboursés de votre prêt. Donc, c'est cette personne-là qui va payer directement les fournisseurs. Donc, si vous commencez à acheter des trucs ou le promoteur vous envoie une facture parce qu'il y a le tiers des travaux de fait, vous allez envoyer ces factures-là à l'avocat ou au notaire mandaté. Cette personne-là, elle va payer, elle va s'occuper de payer les factures. Vous avez le droit d'acheter des choses vous-même, vous envoyez les factures, la personne va vous retourner un chèque en votre nom personnel. Attention, ceux qui veulent acheter des trucs usagés, si vous n'avez pas de facture, ça sera pas, ils pourront pas vous rembourser. C'est quand même très strict. Une fois que votre garderie est en opération, vous pouvez juste acheter de l'usager si vous voulez. On s'en fiche un peu parce que c'est vous qui allez gérer ça. Mais pour commencer, si vous voulez avoir un remboursement, ça prend des factures. Alors, il faut calculer un montant pour notaire, avocat, parce que les autres, ils font pas ça non plus gratuitement. Ici, ligne 25, abonnement, support technique, logiciel. Il y a certaines entreprises qui offrent des logiciels de gestion de services de garde qui vont vous facturer annuellement pour un support technique. Donc, quand vous allez entrer vos trucs, vous savez plus trop où peser, vous prenez le téléphone, vous les appelez pour avoir du soutien technique. Il y en a qui vont vous facturer par année pour que vous puissiez avoir ce service-là. Alors, si jamais c'est le cas ou si jamais ça vous intéresse, vous écrirez le montant, d'où l'importance de commencer à faire des appels et de voir justement les différents logiciels de gestion. Jouets, livres, matériel de bricolage, matériel éducatif, lingerie, vaisselle, bac à jouets, matériel de sécurité. On va venir écrire ça ici, le montant. Donc oui, cette ligne-là représente un assez gros montant. Et finalement, les assurances de chantier. Vous savez quoi? Je pense que je vais prendre l'autre qui est déjà rempli. Vous allez avoir des chiffres peut-être un peu plus, ça va peut-être mieux vous arranger. Voilà. Donc, ici, j'ai calculé 20 000, mais ça sera à vous de faire aussi. C'est sûr que, tu sais, moi, j'ai bâti ces chiffres-là avec les chiffres quand j'ai ouvert ma garderie. Et je les ai majorés avec justement le coût de la vie des dernières années. J'ai fait quelques spot checks. Il y a des gens que j'ai accompagnés aussi qui ont fait des appels, qui m'ont donné un peu leurs chiffres aussi, donc pour corroborer tout ça. Mais comme je vous dis, moi, j'ai fait l'exercice comme si on ouvrait une garderie, je sais plus si c'est de 73 ou 78 enfants. Donc, si vous demandez plus ou moins d'enfants, c'est pas nécessairement ces chiffres-là. Ça va dépendre aussi, les chiffres vont dépendre des jouets que vous allez acheter. Peut-être que vous allez en acheter plus, peut-être que vous allez en acheter moins. Ça va dépendre également des soumissions que vous allez avoir par rapport justement, entre autres, à l'entrepreneur, par rapport au nombre d'enfants que vous allez recevoir. Plus d'enfants, pas juste plus grand en termes de rénovation, en termes de superficie, mais aussi ça nécessite plus de coûts en termes d'équipement. Quand vous allez faire vos rénovations aussi, il y a moyen de choisir des matériaux. Tu sais, puis je fais toujours des blagues, pas obligé de mettre des planchers en marbre puis des robinetteries en or, sinon c'est sûr et certain que ça va vous coûter un bras, une jambe puis même un rein. D'ailleurs, on n'a pas le droit d'avoir des planchers en marbre en garderie, là, c'est une blague, mais c'est juste pour vous dire que, tu sais, peut-être pas obligé d'avoir l'entrée de gamme, mais peut-être pas obligé d'avoir la qualité des matériaux super haut de gamme.
C'est toutes des petites choses comme ça qui vont faire en sorte qu'en bout de ligne, votre projet, vous allez être capable de le démarrer ou non. Donc, si on remarque, donc les frais initiaux, tout ce que ça coûte démarrer sa garderie, j'arrive à 41 400. Alors, si on retourne dans le premier onglet dans coûts, bon, ici, j'avais mis 4 000 $ pour les équipements informatiques, meubles électroéquipements 22 000, courses, revêtements extérieurs 20 000, amélioration locative 145, armoire comptoir 40 000, c'est quand même assez cher. Et ici, mes frais initiaux qu'on a mis à l'autre onglet, il est venu s'indiquer automatiquement. Donc voilà, alors le total du coût de projet pour partir une garderie serait, dans mon cas à moi, avec les chiffres que j'ai faits, 282 400. Donc là, on peut commencer à descendre un peu plus bas. Et là, ici, ça va être les emprunts. Est-ce que vous allez mettre de l'argent sur une carte de crédit? Est-ce que vous allez avoir une marge de crédit? Est-ce que vous allez avoir un emprunt, 2 emprunts? Comment vous allez vous organiser? Si vous êtes capable d'avoir juste un emprunt avec un taux d'intérêt, ça serait l'idéal parce que si vous commencez à vous éparpiller, des fois, ça peut être un petit peu plus dur de gérer tout ça et surtout que, tu sais, des fois, d'un prêt à l'autre, d'une carte à une marge, c'est pas nécessairement non plus les mêmes taux d'intérêt. Ici, on est obligé d'avoir, ça c'est pas bon, c'est pas 10%, ouais, en tout cas. On est obligé d'avoir dans la section mise de fonds, une mise de fonds, bien entendu. Les banquiers vont vous demander minimum 10%. Maintenant, ils commencent à demander un peu plus. Donc, 15%, 20%, des fois même dans des cas, 25%. Théoriquement, et je l'ai dit dans la formation Rescousse, le banquier, c'est lui qui autorise le prêt plus ou moins parce qu'en fait, le prêt, c'est un prêt PPE, donc un prêt aux petites entreprises, qui est cautionné par le gouvernement à 85%. Ça veut dire que si jamais, je me fais l'oiseau de malheur, vous ouvrez la garderie, vous faites faillite, ben c'est pas vous personnellement qui allez faire faillite, c'est votre entreprise parce que vous êtes incorporé, donc l'entreprise est une entité à part entière et le gouvernement a cautionné 85% de votre prêt, donc le gouvernement va rembourser 85% de votre prêt à l'institution financière. Donc normalement, l'institution financière va vous demander de mettre la différence en argent comptant. Donc, habituellement, ils demandent plus un 15%. Donc, on peut négocier pour un 15. Il y en a d'autres qui vont vous accepter un 10. Il y en a d'autres qui vont vous exiger un 20. Ça sera à vous de magasiner. Commencez avec votre institution financière à vous. Le lien de confiance est déjà établi. Et ça se peut qu'ils vous demandent de cautionner personnellement un petit montant, vu que votre entreprise, c'est un bébé entreprise, elle n'a pas encore d'historique de crédit. Donc, ça sera à vous de négocier avec le banquier. Est-ce que vous cautionnez un 5 000, un 10 000, un 15 000, un 20 000? Ça sera à vous de voir avec lui. Fait que si la garderie fait faillite, vous allez devoir rembourser juste le montant que vous avez cautionné personnellement. Alors ici, pour la forme de l'exercice, j'ai mis un montant de mise de fonds de 10% du 282 400, alors qui donne 28 240 de mise de fonds. Et j'ai fait la différence pour aller chercher pour le prêt. Est-ce que tout le monde me suit à date? Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux coûts ou aux frais initiaux pour trouver combien va coûter les frais de démarrage de votre garderie? Moi, c'est peut-être juste un petit commentaire par rapport à Prévisio. Comme je suis en train de jouer en ce moment, vu que moi, j'avais déjà fait mes affaires puis mon dossier est déjà déposé, mais il est un petit peu moins pratique parce que tout ce qui est multiplication, mettons, de ton tarif poupon versus 10 mois et plus, multiplié par le nombre de jours de garde, tout, il faut que tu le fasses manuellement. Ouais, c'est vraiment beaucoup de manuels par rapport à, mettons, le tableau Excel qui se calcule automatiquement dans un sens. C'est juste un petit commentaire pour ceux qui veulent l'essayer. Il est super beau, il fait vraiment des beaux rapports, mais il est moins pratique pour ça. Ben on va s'en venir avec plus tard là. Ce soir, il y a quand même des calculs manuels à faire là dans les deux tableaux que je vous. Ben en fait, dans le tableau que je présente ce soir, puis dans l'autre tableau qui vient de PME Montréal, qui est déjà aussi sur les onglets dans Rescousse. Les deux vont nécessiter quand même du calcul à faire.
Donc, est-ce que vous voulez faire du calcul dans Excel ou dans Prévisio? Ça sera à vous de voir. Est-ce que vous êtes super hot en tableau Excel, vous êtes capable de faire des tableaux croisés, puis que vous êtes capable de créer des formules pour calculer tout ça? Si oui, mon Dieu, vous avez ma bénédiction, vous pouvez y aller. Pour les gens qui sont moins à l'aise, ben habituellement, on va venir utiliser les outils qu'on nous met à disposition. Donc voilà, alors coûts, frais initiaux, voilà. Alors, vente numéro 1. Alors justement, Laurence, on s'en vient un peu avec qu'est-ce qu'on vient juste de discuter. On doit écrire mois par mois combien vont représenter les ventes. En fait, les ventes, c'est les revenus de l'entreprise. Alors, pour les gens qui vont avoir uniquement les tarifs des parents, donc les paiements de parents, on va venir calculer ça ici. Pour les gens, puis là, je dis n'importe quoi, qui vont vendre des agendas. Pour les gens qui vont facturer des sorties. Pour les gens qui vont facturer des chapeaux, des manteaux, des tuques. Pour les gens qui vont vendre n'importe quoi d'autre à l'intérieur de leur service, donc à l'intérieur de leur garderie, ces revenus-là doivent apparaître ici, entre autres. Donc, ici, c'est pour l'année numéro 1. Je suis capable d'agrandir ça un peu, peut-être? Ouais, pas tant. Ou à moins que je le mette comme ça. Ah, ouais, peut-être. Donc, ça ici, c'est pour l'année numéro 1. Alors, j'ai fait comme si on commençait au mois de septembre, alors septembre, octobre jusqu'au mois d'août. On va avoir ensuite en haut, si on saute le budget 1, si on va tout de suite à la vente en 2, ça va être la deuxième année d'opération. Alors, si on commence avec la première année d'opération, on va venir calculer. Là, ici, j'ai pas pris en considération qu'on vendait toutes sortes de trucs. Là, j'ai juste pris en considération qu'on avait des revenus de paiement de parents. Alors, évidemment, même si vous faites la meilleure publicité au monde, c'est impossible que vous commencez la garderie et que vous soyez à pleine capacité. Si vous avez écrit ça dans vos prévisions financières ou si vous prévoyez écrire ça, c'est sûr que le banquier, il va se poser de sérieuses questions, même si vous êtes dans un secteur en demande, même s'il y a des déficits de place partout, même si, le banquier, lui, il est pas idéaliste, il est réaliste, fait qu'il veut s'assurer que vous enleviez vos petites lunettes roses et qu'on s'assure d'avoir des chiffres qui vont être réels. Tant mieux si vous ouvrez puis que la garderie est pleine, mais si jamais c'est pas le cas, ben au moins vous allez être en mesure de savoir que vous êtes capable de pallier et d'arriver quand même. Alors, premier mois, qu'est-ce que j'avais calculé? J'avais calculé, je pense, 35 enfants sur 73 ou 78. Donc, là, ici, il faut calculer en plus, il y a combien de poupons. Donc, c'est pas nécessairement le même tarif. Donc, si on a, par exemple, 5 poupons, je l'ai-tu mis pas loin? Ouais. Donc, oui. En plus de ça, il faut savoir le nombre de journées payables par mois. Donc, par année, là, le nombre de journées payables en garderie, c'est normalement autour de 260, 261 jours, dépendant s'il y a une année bissextile ou non. Et il faut pouvoir calculer vraiment nos revenus selon le nombre de jours. Donc, septembre 2023 va avoir 21 jours payables. En fait, c'est les jours de semaine. On enlève les fins de semaine, mais on conserve les jours fériés parce que les jours fériés, ce sont quand même des jours payables. Donc, mois de septembre, 21 jours, mois d'octobre, 22 jours, mois de novembre, 22 jours, décembre, 21, janvier, 23, février, 21 et ainsi de suite. On va avoir besoin de connaître le nombre de jours de chaque mois pour effectuer nos calculs. Donc, si je prends septembre qui a 21 jours, si j'ai 35 enfants, puis là, je me dis, OK, mettons que j'ai 5 poupons à un tarif X et 30 grands à un tarif moins élevé. Là, j'ai écrit les tarifs en quelque part. Ça aussi, c'est ça va dépendre. Chaque personne va déterminer ses tarifs. Donc, encore une fois, les chiffres que j'ai écrits ici, ça va vraiment dépendre de chaque projet de garderie. Est-ce que vous allez facturer 35, 40, 60, 80? Ça va dépendre de vos tarifs à vous, les chiffres qui vont se retrouver là. Mais faites juste garder en tête la logique, c'est que il doit avoir une modulation. Donc, il y a de plus en plus d'enfants au fur et à mesure que les mois avancent jusqu'à temps que la garderie soit complète. Calculez au moins un 6 mois avant
prendre en considération que la garderie, elle est à pleine capacité. Tant mieux si après 2 mois, vous êtes plein, mais si jamais c'est pas le cas, vous allez être en mesure de savoir que vous avez du jeu, là. Vous n'êtes pas pris qu'il faut remplir en dedans d'1 mois. Et c'est ça. On calcule après ça les revenus selon le nombre de jours qui diffèrent d'un mois à l'autre et selon le nombre d'enfants et et la distribution des enfants. Donc, pouponnière et les grands, qui est habituellement pas nécessairement le même tarif. Est-ce que ça, vous comprenez? Je vais-tu trop vite? Êtes-vous là? J'imagine que ça va. Oui, ça va. J'ai juste une question. Combien le premier mois, tu avais dit d'enfants qu'il va y avoir de moins? Ben moi, j'avais calculé sur 73 enfants. Là, mettons 73 enfants. Je pense que j'avais mis 60 $ pour la peau puis 55 $ pour les 18 mois et plus. Fait que j'avais mis, mettons, si 73 enfants, j'avais mis à peu près 35. OK. Tant mieux, tu sais, s'il y en a plus, là. Mais tu sais, il vaut mieux commencer avec moins. Puis comme ça, en même temps, ben, le banquier, il voit que, tu sais, vous êtes réaliste, là, tu sais, tant mieux s'il y en a plus, mais sinon, ça va avec la logique, là. N'importe quelle entreprise qui part roule pas en fou, là. Donc, c'est ça. Fait que si on fait 21 septembre, 21 jours, 35 enfants, 5 poupons à 60 pièces par jour, plus 30 grands à 55, ça fait un revenu de 40 950. Fait qu'il faut faire le même exercice pour tous les mois. Et après 6 mois, on peut calculer qu'on est à pleine capacité. Là, je m'en viens, on saute le budget en 1, on va y revenir après. Vente en 2. Donc là, ça va être votre 2e année d'opération. Alors, on calcule encore la même chose. Alors, tout dépendant de votre date d'ouverture. Alors, moi, j'avais pris, par exemple, le 1er septembre. Alors, on calcule encore il y a combien de jours par mois parce que ça varie encore même d'une année à l'autre. Et là, on peut calculer que la garderie, elle est pleine. Et faites juste garder en tête peut-être d'avoir une petite modulation au niveau des chiffres, surtout pendant les mois d'été. Il y a souvent des gens qui vont en vacances. Des fois, il y a pas des fois, les grands, ils quittent pour l'école. Souvent, qu'est-ce qui arrive? Les parents, ils quittent en vacances avec les 4-5 ans, leurs grands. Et finalement, ils étirent les vacances ou ils font venir grand-maman à la maison pour garder avant que le jeune il commence l'école. Donc, ce que vous aviez prévu comme revenu, ben finalement, le jeune, il quitte au mois de juin, mi-juin ou fin juin, puis finalement, il revient plus. Fait que en sachant à l'avance, moi, je faisais passer des sondages, on peut essayer justement de s'organiser. C'est justement pendant l'été qu'on fait toutes les dominos avec les groupes pour faire monter les enfants. Je faisais passer même les renouvellements de contrats, je pense au mois de mai, pour savoir s'il y a des gens qui prévoyaient quitter, s'il y a des gens qui déménagent, puis que là, le transport, ça devient trop loin. Mais s'il y a des gens qui quittent, on peut prévoir mettre une annonce pour combler les places disponibles. Malgré toute notre bonne volonté, des fois, c'est pas instantané que la place se comble. Donc, prévoyez peut-être là quelques places disponibles pendant les mois d'été. Habituellement, ça se recomble au mois de septembre, puis on repart plein. Mais si vous voulez, en même temps, le banquier va être bien, bien fier de voir que vous avez pensé à ça, que c'est pas toujours steady. Des fois, il y a des gens qui quittent parce qu'ils déménagent ou peu importe. Alors, si vous êtes capable quand même là, de faire une petite variation là, dans les mois. Habituellement, c'est surtout dans les mois d'été là, qu'on voit ça. On va avec le budget en 1. Alors ça ici, ça va être vraiment les dépenses de l'entreprise. On veut savoir combien ça va coûter opérer la garderie pour au moins les 2 premières années. Il y a des institutions financières qui vont même vous demander sur 3 ans. Donc, on a juste à dupliquer un des onglets là, de budget. Mais là, encore une fois, ça va nécessiter des appels de votre part pour aller chercher de l'information, des chiffres, des prix. Tout ce qui est en haut, ça va venir se réécrire automatiquement tout seul. Vous n'avez pas besoin de copier-coller, à moins que vous ayez effacé sans faire exprès une formule. Donc, sinon, tout ça, ça devrait s'écrire automatiquement. En fait, c'est les revenus des parents qui se sont reportés automatiquement. Et ici, en dessous, c'est les déboursés. En fait, c'est plus pour le comptable parce que, comme j'expliquais tantôt, ça va venir jouer pour les impôts, tout ça. Donc, nous, on va venir écrire où est-ce qu'il y a du bleu, encore une fois. Je vais me prendre une petite gorgée.
Alors, nourriture, si jamais vous n'avez pas de traiteur, c'est dans cette rangée-là que ça doit être écrit. Et là, vous voyez, on a encore tous les mois, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, ainsi de suite. Alors, il faut y venir écrire. Dans le fond, il faut venir éclater. Si on dit, moi, ça va me coûter 20 000 par année de bouffe. Ouais, mais là, il faut venir l'éclater par mois. Donc, il va falloir venir le ventiler plutôt par mois. Alors là, moi ici, j'ai pris comme si j'avais un traiteur. Alors, j'ai pas besoin d'acheter de nourriture. Par contre, j'ai besoin d'acheter du lait. Alors, j'ai calculé ici le lait par mois, combien ça va me coûter. Moi, j'étais un peu zélée. Je me suis dit que les enfants allaient boire du lait une fois par jour, puis que j'ai pris, je sais pas si vous connaissez ça ou si je suis rendue trop vieille, ma tante, là. Mon Dieu, j'ai vraiment l'air vieille. Dans mon temps, quand on accouchait à l'hôpital, ils nous donnaient un livre, là, c'était comme une Bible, là, ça s'appelait Le mieux vivre, si ma mémoire est bonne. Puis dans ce document-là, c'était tout indiqué les portions que les enfants devaient manger. Donc, combien de fruits, combien de légumes. Fait que c'est plus facile de partir à partir de ça pour essayer de calculer les quantités. Fait que je me suis, là, j'ai regardé là, combien qu'il disait de lait par enfant. Je pense que c'était parce que là, on calcule que les enfants vont boire du lait à la maison aussi. Fait que moi, j'avais calculé qu'on donnait à peu près là, du lait aux enfants une fois par jour. Puis, tu sais, c'est des petits verres en plastique, là, donc à peu près un demi-verre. Là, à peu près, c'est un 100 millilitres. Fait que ici, on reprend. Si on donne 100 millilitres de lait à chacun des enfants par jour, ben pour savoir combien j'ai besoin de lait, ben il faut que je sache il y a combien de jours dans le mois de septembre. Alors, on a dit 21 tantôt. Et j'ai combien d'enfants dans le mois de septembre? On a dit 35. Donc, 100 millilitres fois 35 enfants fois 21 jours, ça me donne un chiffre que là, je n'ai plus sous les yeux. Finalement, tu divises, c'est ta quantité de millilitres totale que tu as besoin, que j'ai divisé par les poches de 4 litres de lait. Tu sais, les poches, là, c'est comme un sac avec 3 poches. Ça représente 4 litres, donc 4000 millilitres. Alors, on peut calculer combien de poches on va avoir besoin et combien de poches, combien de sacs, en tout cas, vous comprenez, et combien se détaille chaque sac pour avoir le coût du lait. C'est sûr que vous pourriez faire affaire avec un laitier, ça va vous coûter un petit peu plus cher, mais mon Dieu que ça va vous libérer l'esprit. Lui, vous allez l'appeler toutes les semaines pour faire votre commande. Il va venir livrer directement dans vos frigos. Si jamais vous avez du lait passé de date, quoi que ce soit, ou du lait caillé, une poche pas bonne, il va s'occuper de la crédité. Honnêtement, ça vaut vraiment la peine, surtout si vous avez des grosses garderies, parce que de se promener avec toutes les poches comme un homme, comme ça, à toutes les semaines, là, ça peut devenir un irritant. Si jamais vous ne prévoyez pas avoir recours au service d'un traiteur, ben là, il va falloir créer un menu au moins pour une semaine avec qu'est-ce que vous allez faire comme menu, comme collation, comme plat, repas chaud du midi, collation l'après-midi. Il va falloir aller chercher des prix, il va falloir essayer de voir, OK, justement, avec les quantités, combien mange un enfant, combien doit manger un enfant dans ses portions de fruits, légumes, protéines, ainsi de suite, pour pouvoir calculer combien ça va vous coûter par enfant par jour en termes de nourriture et pouvoir écrire ici le nombre de coûts que ça va vous coûter pour la nourriture. Inventaire de départ, on touche pas à ça. Loyer, puis si jamais ici, là, d'ailleurs, tout ce qui est en bleu, si jamais vous autres, je dis n'importe quoi, là, sortie activité, formation continue, vous en ferez pas, ben vous pouvez effacer ce que j'ai mis là puis écrire peut-être un autre dépense, là. Mais faites attention, faites juste écrire si vous voulez changer, là, vraiment, c'est juste où est-ce qu'il y a du bleu pâle ou des chiffres en bleu foncé. Donc, le loyer, moi, j'ai mis 5 000 par mois. On le ventile sur chaque mois. L'électricité, chauffage, moi, il était inclus au bail, fait que j'ai mis 0. Sinon, ça sera à vous de voir. Sachez que si jamais vous avez une adresse en tête, il y a possibilité d'appeler Hydro-Québec et de savoir combien présentement ça coûte de chauffage annuellement à cette adresse-là. Vous appelez au 1-800-Énergie. C'est pas une information qui est confidentielle, donc ça va aussi pouvoir vous donner une idée en termes de coût d'électricité. Mais si vous êtes capable de l'inclure au bail, là, ça peut être vraiment chouette. Ensuite, service téléphonique, Internet, évidemment, vous allez mettre vos cellulaires là-dedans aussi. Mesdames, ça va être la garderie qui va payer votre cellulaire. Ça devient un outil de travail. Alors, le montant par mois.
qu'on vient ventiler à chaque mois. Les assurances, Bernier et filles, les meilleurs. C'est pas très cher, on vient ventiler chaque mois. Si vous prévoyez faire des sorties, justement, des activités, de la formation continue à votre personnel, des activités sociales, soit des activités de mobilisation d'équipe ou des parties de Noël, on va venir ventiler les coûts ici. Évidemment, vous remarquerez que je ne ferai pas d'activités ou des sorties dans les premiers mois vu que la garderie, elle n'est pas encore pleine. Ici, le 1 000 $, ça doit être le party de Noël. Ouais, décembre. Je m'excuse si je vous donne le tournis. Et ensuite de ça, probablement qu'ici, le 1 500, ben, j'ai prévu faire des activités ou une sortie peut-être à la cabane à sucre ou quoi que ce soit. Donc, on ventile ça jusqu'au bout. Ensuite de ça, les frais sanitaires. Même si vous prévoyez avoir recours à quelqu'un qui va venir faire l'entretien ménager, ça va vous prendre quand même du papier de toilette, du papier brun, du savon à main. Ça va vous prendre quand même des produits ménagers. S'il y a un enfant qui vomit à terre, il va falloir le ramasser, le nettoyer. Les enfants vont faire du bricolage sur les tables. Il va falloir désinfecter tout ça avant de servir le repas. Donc, ça va quand même vous coûter des produits ménagers. Mop, balai et ainsi de suite. Alors, j'ai écrit ici combien ça coûtait. Renouvellement de jouets, c'est sûr que la première année, tout est neuf, hein, parce que vous vous rappelez, dans les frais initiaux, ici, on est venu mettre un montant pour équiper la garderie. Donc, c'est sûr que comme tout est neuf, on n'aura pas besoin de racheter grand-chose dans les premiers mois. Mais si vous vous dites, OK, je vais en acheter peut-être un peu moins, quitte à en racheter un peu plus quand la garderie va être pleine, ça sera à votre guise. Regardez en tête aussi que les jouets ont une durée de vie. C'est pour ça qu'ils ne sont pas dans les amortissements. Ça s'use en garderie très vite. Un jouet qui est bon chez vous pour 4 enfants, puis que vous passez ça à votre sœur après qu'il y en a 2 autres, puis que le jouet est encore en bon état, ça finit dans sa vente de garage. En garderie, le même jouet dure à peu près 6 mois. Donc, il faut prévoir quand même de l'argent pour renouveler ces jouets-là. Aussi, j'ai entendu, je le dis parce que j'ai entendu ça, il y a des gens qui disent « Ah, ben vu que la garderie ne sera pas pleine, moi, je vais acheter l'équipement puis les jouets juste pour, par exemple, 35 enfants au lieu de 73. » On peut pas faire ça. Le ministère de la Famille, quand il va venir à la garderie, lui, il s'assure que la garderie elle est fonctionnelle, prête à ouvrir ses portes et à accueillir le nombre d'enfants maximal. Donc, si vous avez demandé 70, 80, 100 enfants au permis, ben quand le ministère va venir faire l'inspection officielle à la fin, il va s'assurer que vous avez des chaises pour le nombre d'enfants que vous avez demandé, des petits matelas, des jouets. Bon, ils compteront pas tous les jouets, là, ils compteront pas le nombre de voitures ou de casse-têtes que vous allez avoir, ils vont juste tirer les bacs et s'assurer que vous allez avoir des jouets en quantité suffisante. Alors, pas obligé, on n'est quand même pas obligé d'en acheter puis de se surcharger, là, mais ça en prend quand même en quantité suffisante. Alors, renouvellement de jouets, il y a un petit montant ici, peut-être un autre à la fin de l'année que j'ai dû mettre, oui, c'est ça, mais sinon, ça va être plus dans l'année 2 qu'on va passer un plus grand montant d'argent dans le renouvellement de jouets. Entretien et réparation des locaux, même si tout est neuf, c'est sûr qu'il y a souvent des choses qui brisent dans une garderie. Les enfants, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, ils m'ont décroché un calorifère, donc un caille du mur. Puis j'avais des protèges calorifères par-dessus de chez Brouille-Boutilier. Ils vont flusher quelque chose dans la toilette sans que l'éducatrice elle s'en rende compte. Ça bloque la toilette, ça prend un plombier avec une fiche pour venir enlever ça. Il y a toujours toutes sortes de trucs. Habituellement, les premiers mois, ça devrait être tranquille vu que c'est neuf et que la garderie, elle est pas pleine. Mais après ça, gardez en tête qu'il y a toujours, gardez en tête que ça va vous coûter un petit quelque chose, là, un néon qui brûle, peu importe, là. Donc, ça prend un montant. Abonnement, vous savez, l'abonnement qu'on a parlé pour le support technique pour le logiciel, ben là, on l'a mis dans les frais initiaux. Alors ici, on va aller le mettre juste à la fin de l'année si jamais le logiciel que vous choisissez d'acheter a ces frais-là. Publicité, ben tant que la garderie elle est pas pleine, ça prend de la publicité tous les mois pour remplir la garderie. Quand elle est pleine, on n'en a pas de besoin. Puis quand il y a une variation, on en remet. Fourniture de bureau, pharmacie, fourniture de bureau, d'autres papiers, d'autres enveloppes, d'autres teintes, d'autres dossiers pour classer, des étiquettes. Pharmacie, les Tylenol, hein, l'acétaminophène. Vous n'êtes pas obligé de la fournir. Il y a des garderies que c'est eux qui la fournissent.
Mais le risque d'erreur est énorme parce que, premièrement, chaque enfant a un protocole différent et avec des dosages différents, avec une marque différente. La majorité des garderies vont en installation, vont venir fournir l'acétaminophène. C'est beaucoup plus simple, bien moins compliqué. Une marque, un dosage. Il y a des garderies, par contre, qui vont venir facturer aux parents par année, parce que qui dit pharmacie, on pense aussi à crème solaire pour l'été. Donc, il y a des garderies qui vont facturer aux parents un 10, 15, 20 $ par année pour crème solaire et acétaminophène. Moi, je le facturerais pas. Peut-être qu'aujourd'hui, je le facturerais parce que les prix ont monté. Ça sera à vous de voir, mais quoi qu'il en soit, il faut prévoir des dépenses ici. N'oubliez pas, si jamais vous facturez ça aux parents, il faut venir l'ajouter dans vos revenus mensuels, dans vente 1 et dans vente 2. Salaire, les salaires, ça, si on a du temps, on devrait avoir le temps. Je vais venir vous expliquer comment calculer votre masse salariale pour ce qui est des salaires. Donc là, gardez juste en tête qu'il faut mettre les salaires ici. Les avantages sociaux doivent être inclus. Donc là, ici, on vient parler des DAS, ce sont les déductions à la source. Donc, un employé qu'on va payer, par exemple, 15 $ de l'heure, en fait, il va nous coûter 15 % de plus. Donc, il va nous coûter 2,25 $ de frais. Donc, il va nous coûter 17,25 $ au lieu de 15 $. Les employés ne savent pas ça. Moi, je vous le dis. Il y a plusieurs frais, donc plusieurs charges qui sont aux frais ou à la charge justement de l'employeur, comme entre autres la CNESST. C'est pas à l'employé à payer ça, c'est à l'employeur. Donc, il y a d'autres petits trucs comme ça que c'est à nous de payer. Donc, il faut les calculer parce que ça peut avoir quand même un gros impact à la fin à savoir si vos chiffres arrivent ou non, si vous balancez ou pas. Sauf votre salaire à vous. Votre salaire à vous, c'est plus un 6-7 %. Là. C'est à peu près la moitié de 15 % qu'il faut calculer. Donc, sur votre salaire à vous, je vais vous le montrer après en détail. Ça va être plus facile à comprendre. Gardez juste en tête qu'ici, on met les salaires. N'oubliez pas, c'est pas juste les salaires du personnel éducateur. Ça va être également les salaires si vous avez d'adjointes, si vous avez des salaires de cuisinière, d'aide multitâche, d'entretien ménager, si jamais c'est un salaire, pas un contrat. Donc, ça sera ajouté ici. Et encore une fois, il faut venir le ventiler à chaque mois. Là, on voit qu'il y a une différence parce évidemment, on commence pas la garderie jour 1 à pleine capacité. On a commencé avec juste 35 enfants, alors j'ai pas besoin de 100 % de mon équipe. Alors, c'est pour ça que les salaires sont plus bas et montent au fil des mois jusqu'à temps qu'on soit à pleine capacité. Excuse-moi. Oui. Tu as dit que la CNESST était payée par l'employeur. C'est quoi les autres qui doivent être payés par l'employeur? Je m'en souviens plus. OK. Y a-t-il une place qu'on peut le voir? Quand tu vas t'incorporer au titre du REQ, ils vont te mettre en lien avec plein d'autres organismes pour t'ouvrir des dossiers, entre autres avec la CNESST, parce qu'ils vont te demander si tu prévois avoir des employés et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs charges comme ça à payer. Là. Je me rappelle plus là, parce que ça fait un bail que j'ai pas fait de paye, là, mais c'est à peu près un 15 % du salaire. OK. Sinon, appel à peut-être Revenu Québec, entreprise, vont être capables de tout te détailler les différents organismes. OK, parfait. Merci beaucoup. Bienvenue. Ensuite de ça, contractuel. Donc là, ici, moi, j'avais un traiteur. Donc, j'ai calculé le traiteur. Si vous avez un contrat de ménage, si vous avez une bâtisse puis que vous donnez un contrat de déneigement, par exemple, ça sera à ventiler ici tous vos contractuels. Renouvellement matériel de bricolage et éducatif. Encore une fois, tout est neuf au début, donc ça peut prendre un bout avant que vous ayez besoin de refaire le plein, mais il faut prévoir des montants parce qu'on sait le matériel de bricolage, ça passe quand même assez rapidement. Ensuite de ça, frais de banque. Combien on met pour les frais de banque? Vous pouvez aussi faire des appels puis appeler les différentes institutions financières, commencer par la vôtre, pour avoir une idée. Honoraires professionnels comptables. Moi, j'avais quelqu'un qui s'occupait de faire la conciliation bancaire à tous les mois. La dame était très charmante. Elle faisait ça à distance. Elle se loguait dans mon ordinateur un avant-midi par mois pour faire la tenue de livre et s'assurer que tout balançait dans ce que moi, j'avais entré, les factures, les paiements, ça. Donc, elle me chargeait comme à peu près 100 $ par mois. Et à la fin de l'année, n'oubliez pas, là, ça va prendre
les frais pour le comptable pour faire les rapports d'impôts. Je lis à haute voix qu'Aurélie m'envoie un message. Dans ce tableau-là, les prix sont supposés être majorés. C'est ça, par exemple, les loyers, c'est bien pour une garderie en installation de 73 enfants. Oui, ben, les prix qui sont là, c'est des prix qui sont vrais. C'est des prix qui sont réels par rapport, moi, au projet de garderie. Mettons que je crée une garderie demain matin de 73 enfants avec les mêmes fournisseurs, ça ressemble à ça. Si toi, tu as plus que 73 enfants ou moins, ça sera pas les mêmes prix. Si toi, tu fais pas les mêmes choix de fournisseurs que moi j'ai fait, ça sera pas les mêmes prix. Si tu fais pas le même choix de qualité de matériaux, ça sera pas les mêmes prix. Et ainsi de suite. Donc, je sais pas si ça répond à ta question, Coralie, mais ça, c'est des vrais chiffres, là. C'est pas les chiffres d'il y a 10 ans, là. C'est des chiffres d'aujourd'hui, c'est des chiffres qui sont actuels. Donc, oui, 5 000 par mois, c'est cher, mais j'ai pris un prix moyen de Montréal. Donc, c'est sûr que, tu sais, si tu habites en Abitibi, ça risque de te coûter pas mal moins cher de loyer que 5 000 par mois. C'est parce que je regardais à la Valtrie, puis moi, ça me coûtait 14 000 par mois. C'est pour ça que je trouvais ça pas cher. Ben, c'est impossible, là, ça n'a pas de sens. C'est ben trop grand ton affaire où il y a anguille sous roche, là. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. 14 000 par mois, ça n'a pas d'allure. À la Valtrie, en plus, ça n'a pas d'allure. Parce que je regardais pour 80 enfants. Puis... Trop cher. Si tu m'avais dit 7 000, là, mettons, le gros max, même 7 000 à la Valtrie, je t'aurais dit sont chers, magazine, ou négocie. Parce que c'était comme 5 000 pieds carrés, si je ne me trompe pas, là, que j'ai besoin pour 80 enfants. 5 000 pieds carrés. Combien qu'ils te chargeaient? 14 000 par mois? Ça n'a pas d'allure. 14 000 par mois fois 12 mois, divisé par 5 000 pieds carrés. Écoute, ils te chargent 33 piastres du pied carré. C'est vraiment trop cher. Vraiment trop sinon, cher. J'en avais un autre qui était 8 000. Ça a-tu de l'allure? Ça a plus d'allure. Ça a plus d'allure. Ça a plus d'allure. Mais tu peux négocier, hein? Tu peux essayer de négocier, soit d'avoir, tu sais, à ce prix-là, là, essaie de négocier pour avoir ton électricité incluse, essaie de négocier pour avoir tes frais communs inclus. Okay. Parce que, tu sais, sinon, ils vont charger ça, plus les frais communs pour le déneigement, le ménage des aires communes par une femme de ménage, et ainsi de suite, là. Fait que si tu es capable de payer 8 000, mais que tu as ton électricité, tes frais communs d'inclus, idéalement même les taxes, hein, parce que que c'est plus taxes, un loyer dans le commercial. Si tu as tout inclus pour 8 000, ça peut avoir du sens. Okay, parfait. Mais garde en tête, t'es à la Valtrie, là. Tu sais, à Montréal, t'es capable d'avoir du 20 piastres le pied carré, là. Fait que là, on chargerait 33 piastres le pied carré, c'est trop cher. Non, c'est ça, exact. C'est pour ça que j'avais pris plus, lui, à 7-8 000, là. Ouais, plus de c'était comme 19-20 piastres le pied carré, là. Et ça fait plus de sens. Mais okay. Ça fait plus de sens. Mais l'autre 14 000, signe pas ça, là, oublie ça. Parce non, c'est ça. Des augmentations tous les ans, le monnaie t'arrivera plus, c'est sûr. Ben non, c'est ça, je trouvais ça déjà trop cher, là. J'étais comme Calvin que le revenu, c'est pas payant, finalement. Non, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Négocie puis n'aie pas peur, là. Parfait. Ben là, j'étais comme, tu sais, 5 000, c'est à Montréal. La Valtrie, ben, absolument, c'est moins cher que Montréal. Fait que j'étais comme, Calvin, écoute, moi, cher. Là, quand j'ai vendu, là, ben, moi, je payais quand même assez cher de loyer, là. Puis je payais un peu plus que ça. Je payais comme 6 000 quelque chose. Mais, tu sais, j'ai regardé récemment, puis, tu sais, tout dépendant où à Montréal, il y en a qui sont plus chers, il y en a qui sont moins chers. Fait que j'ai fait une moyenne, là. Fait que c'est pour ça que si t'es à la Valtrie, en plus, là, 14 000, le gars, il va crever avec, là, ou ça. Ouais, c'est ça, je me dis aussi. Puis ça. Fait que ça répond à ta question. Oui, merci beaucoup. C'est bon. Ça, c'est bon. Imprévu, on n'écrit rien. Puis, non, c'est pas vrai. Impôt, on n'écrit rien. Puis, imprévu, ben, s'il vous reste un petit montant, vous êtes capable de piler dans un coin comme ça, si jamais il arrivait quoi que ce soit qui couvre pas votre fonds de roulement, vous avez un montant. En dessous, ça va se calculer automatiquement. C'est le paiement pour l'emprunt. Parce que malheureusement, il faut bien rembourser ça aussi. Et suite à ça, on saute le vente en deux parce qu'on le fait. On va à budget en deux. Pour rentrer encore la même chose. Donc, il faut vraiment tout venir éclater les paiements à tous les ans. Faites attention, il faut que le banquier voie justement une augmentation de l'année 1 à l'année 2. Autant dans vos ventes
Tu sais, l'année 1, on chargeait 60 pour les poupons, 55 pour les plus vieux. Ben, l'année 2, ça va peut-être être 62 pour les poupons, puis 57 pour les plus grands. Donc, tu sais, on n'a pas le choix d'augmenter les parents parce que tout augmente. Hein. La nourriture, elle augmente, le loyer augmente, les salaires augmentent. Si vous prenez pas, tu sais, on n'est pas obligé de les augmenter de beaucoup. C'est juste qu'il faut que ça soit significatif. Parce que si vous attendez, moi j'avais fait cette erreur-là, j'avais attendu 3 ans que j'absorbais les augmentations avant de les augmenter. Ben là, quand ils augmentent après, ils n'aiment pas bien ça. Fait que on est mieux de les augmenter chaque année un petit peu que d'attendre, d'absorber, qu'ils soient contents, puis après ça, après 3 ans, on arrive puis on les augmente de 5 piastres, là, ils seront pas contents. Alors, la même chose pour les dépenses. Le coût de la vie augmente, alors ça prend vraiment une différence de dépenses entre l'année 1 et l'année 2. Donc là, ici, j'ai mis, par exemple, 5 000 pour le loyer. Ben, l'année 2, j'ai mis à 5 300, par exemple. Donc, ça prend une augmentation pour toutes. Le téléphone, les assurances, les sorties, les frais de trucs de produits sanitaires, les salaires. Donc, il faut vraiment... Le banquier, là, il va être aux petits oiseaux s'il voit que vous avez pensé à ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne pense pas à ça. Excuse-moi. Oui, vas-y. Tantôt, tu parlais de l'emprunt là, pour le rembourser. Comment qu'on sait c'est quoi le pourcentage qu'on va devoir rembourser par Il va mois? falloir que tu appelles l'institution financière parce que c'est le taux de base qui là a augmenté, plus un pourcentage, si ma mémoire est bonne, c'est le taux de base plus 3 %. OK. Mais vérifie parce que ça peut varier d'une institution financière à l'autre. OK. Parfait. Mais ça va quand même te donner une idée, là. Je pense que attends une minute, j'avais un courriel, mais là, il n'est plus à jour, là, évidemment. Je suis capable de le retrouver. Moi, en septembre, j'avais un taux à 8 là, que mon banquier me fait faire pour le calcul. Comment il s'appelait, lui? Oh my God, oh my God, oh my God. Il s'appelait. Si je tape Desjardins Entreprises, Charles Rioux. Ah, là, il va prendre la vie à l'OD. Il m'en avait envoyé, mais là, ça date de 2 ans, là. Fait que probablement que le 8 est pas mal de... Ouais, c'est ça. Tout dépendant du terme, on peut avoir un terme jusqu'à maximum 10 ans. Attends, si je tasse nos belles faces l'autre bord, puis c'est ça. Le taux est... C'est ça. C'est ça. Fait que c'est taux, blablabla, moi, tu le dis, m'a rajouté une voyelle, là. C'est ça, résidentiel, c'est ça. Taux d'intérêt résidentiel, donc 3 % de plus que le taux affiché. Donc, c'est le taux de base plus 3 %. Fait que ça, c'était les taux de l'époque. Mais oui, comme les taux ont augmenté, Laurence, ça a bien du sens que ça soit rendu à 18 %. Puis également, pour le terme, là, juste à titre informatif pour Desjardins Entreprises, le gars m'avait dit que pour les améliorations locatives en lien avec les rénovations, c'est plus il ça sur 15 ans, puis ouais. le matériel sur 10 ans. Ouais, vraiment. Fais pas ça. 15 ans, ça commence à être long en tabarnouche. Idéalement, là, dans un monde idéal, essayez de mettre ça sur 5 ans, si vous êtes capable. Puis je vous explique pourquoi. C'est que le bail que vous allez signer va être sur 5 ans. On est obligé de signer un bail de minimum 5 ans pour fournir au ministère de la Famille. Fait que si au bout de 5 ans, pour une raison X, je sais pas, là, je me fais l'oiseau de malheur, le propriétaire décide de pas renouveler votre bail, puis il veut que vous déménagiez, puis que là, il faut que vous trouviez un autre local, puis que là, on recommence avec des améliorations locatives. Ben là, si vous n'avez pas fini de payer votre prêt après 5 ans, là, vous allez avoir ce prêt-là payé, plus peut-être un autre prêt si vous êtes obligé de déménager. Fait que, idéalement, là, dans un monde idéal avec les arcs-en-ciel et les pouliches, si vous êtes capable de signer pour un terme de 5 ans puis que les versements font du sens pour vous, ce serait l'idéal. Sinon, ben allez-y pour 10 ans, mais 15 ans, là, ça commence à être long en citron. Marie-Josée, est-ce que le permis MAPAC est obligatoire si la nourriture n'est pas cuisinée sur place? Oui, ma chère. Oui, parce que on va quand même manipuler de la nourriture, même si c'est pas cuisiné sur place, on est obligé de le réchauffer sur place et faut s'assurer que c'est servi à certains types de température, que c'est entreposé à certains degrés de température. Alors la personne à la cuisine, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, va être obligé d'avoir le certificat de la MAPAC manipulateur des aliments. Si c'est quelqu'un d'autre qui est à la cuisine, si c'est toi
qui s'occupe de la cuisine, qui s'occupe de tout gérer. Tu vas être obligé d'avoir le titre du certificat de gestionnaire des aliments. Alors oui, même si on cuisine pas sur place, on est obligé d'avoir ces documents-là parce que vous allez avoir une inspection par année de la municipalité. Donc, c'est la MAPAC, mais c'est la municipalité qui s'occupe d'effectuer les inspections, puis ils vont venir voir votre cuisine, même si vous faites pas la nourriture là, puis ils vont regarder, puis ils vont s'assurer que vous avez ces certificats de la MAPAC-là. OK, j'ai une petite interrogation, c'est Oui, que oui. j'ai un petit peu de trouble avec ma voix, là, mais Ouais, hein? moi, ça arrive chaud d'en bas, la cuisine monte en haut avec les chariots chauds. OK. Faut juste servir. Ouais. Valide auprès de ta municipalité, parce que ça, c'est pas un règlement du ministère de la Famille, là. Le ministère, il s'en fout que tu aies ce papier-là ou pas, il le demandera jamais. Mais la municipalité va l'exiger quand elle va venir t'inspecter. Fait que regarde avec eux, appelle à ta ville. OK, parfait, merci. Donc, une fois qu'on a tout rempli, on va aller dans état détaillé. Donc, on a ici, en fait, c'est le total de que c'est ça comme j'ai dû oublier de le changer ici, ça doit être commission vendeur, ça n'a pas rapport. C'était quoi qu'on avait mis dans 1000 ici? Frais variables. Parce que comme vous avez constaté, j'ai des trucs ici que moi j'avais changé pour mettre au nom de la garderie. Donc, en tout cas, il faudrait juste que j'aille voir c'est quoi exactement, là. 1000, 1500, y a-t-il un 1000, 1500, 1000, 1500, peut-être dans le budget? En tout cas, je vais vous revenir avec ça. Ah, c'est sortie activité. Sortie activité ici. Fait que, vous voyez, c'est quand même facile à trouver, là. Fait qu'ici, ça devrait être sortie et activité. Puis, l'autre, il faudrait juste que je retourne, on le verra tout de suite. Fait qu'en fait, ici, là, l'état détaillé, c'est que c'est vos totaux de dépenses par année dans chaque type de paiement. Donc, c'est le fun de voir ça, combien vos totals de dépenses par année. Mais qu'est-ce qui est le plus important d'aller voir? C'est l'état des résultats. Ça ici, là, c'est ça qu'on veut venir voir pour savoir si vous balancez ou non. Donc, l'état des résultats et la ligne qui nous intéresse, c'est la dernière, bénéfice ou perte. Donc, la première année ici, on ferait 204 000 de bénéfices, puis la deuxième année, 68 000 parce qu'on a plus de dépenses en termes de salaire, on a plus de dépenses en termes de nourriture, on a plus de dépenses en termes de renouvellement de jouets et ainsi de suite. Donc, si jamais vous voyez que ça tombe dans le rouge, retournez jouer dans vos chiffres. On peut jouer, tu sais, on peut faire dire n'importe quoi qu'on veut aux chiffres, là. Donc, si jamais vous voyez que ça balance pas de panique. On va venir rejouer dans nos chiffres, soit dans nos chiffres de dépenses. Peut-être qu'on a trop dépensé en termes de renouvellement de jouets. Peut-être qu'on a juste des salaires trop élevés. Y a-t-il quelque chose qu'on peut couper? Peut-être qu'on peut regarder pour avoir un prêt plus petit. Comme ça, on va avoir des versements plus petits. Donc, on peut jouer avec les chiffres jusqu'à temps qu'on trouve la formule gagnante. Des fois, la formule gagnante, c'est de réduire le nombre d'enfants. Des fois, la formule gagnante, c'est d'en ajouter. Des fois, on en ajoute. Oui, ça va nécessiter un salaire de plus, mais vu qu'on va venir gagner des revenus, des fois, ça vaut la peine. Ça fait que ça sera à vous de faire l'exercice. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux prévisions financières avant que je passe pour vous montrer comment calculer la masse salariale? Oui, je voulais savoir justement de compter combien d'éducatrices pour travailler pour toi dans tes dépenses ici. Je l'ai-tu noté? Je pense que c'était 10. 10? Ouais. Tu avais combien de groupes? J'avais une poupe triple. Puis après ça, 2 18 mois, 2 ans, 2 4 5. Je pense un groupe de non, c'est pas vrai. Poupe triple, 2 18 mois 24, 2 ans, 2 3 ans, puis je pense qu'il y avait un groupe de 4 5. 10 groupes. Oui, c'est ça. Pour 10 éducatrices. Oui, ça a de l'allure. OK, c'est bon. C'est bon? Oui. Y a-t-il d'autres personnes qui ont des questions par rapport aux prévisions financières? C'est le temps, là. Je suis là, je suis tout à vous. Par rapport peut-être aux frais initiaux, savoir combien ça va nous coûter.
Sinon, les revenus, comment on fait pour calculer les paiements, les revenus qu'on a. N'oubliez pas d'inclure si vous avez des sorties des agendas de la crème solaire que vous facturez aux parents, on met ça dans ça. Sinon, les dépenses. C'est encore moi. Oui, Marie. Tu as 10 éducatrices, une directrice de calculer dans tes employés là-dessus. Oui. Autre chose ou non, je pense que j'avais juste mis ça pour l'exercice, mais ça sera à vous justement de calculer selon vous qu'est-ce que vous souhaitez avoir là. c'est bon. C'est bon? OK. Fait que là, je vais venir vous montrer. Où c'est que j'ai mis ça? Masse salariale. J'ai fait des beaux calculs. J'ai fait ça tantôt pour vous autres. OK. Donc là, je suis allée copier-coller, super simple, les tableaux du ministère de la Famille pour ce qui est de leur échelle salariale. Je vous le dis, si vous n'êtes pas subventionné, pas chargé, mais payez pas vos éducatrices selon l'échelle salariale du ministère de la Famille, vous allez faire faillite. C'est sûr et certain, c'est une question de temps. C'est pas qu'on veut pas les payer ce salaire-là, c'est que financièrement parlant, on ne peut pas payer ça. On n'arrivera pas sinon. Pour les besoins de la cause, j'ai copié-collé les tableaux ici. Je vais mettre ce document-là, je vais le déposer demain dans l'onglet ressources sur le portail de formation pour les gens que ça intéresse. Je l'ai mis pour que ça soit plus facile de s'y référer. Donc, premier tableau, personnel éducateur qualifié. Deuxième, non-cal. Le troisième, j'ai mis l'alimentation juste pour le fun. J'ai mis, on a les échelons. Puis là, la colonne à regarder, c'est la dernière à droite, qui sont les salaires en vigueur jusqu'au 31 mars 2003. Gardez en tête que chaque échelon représente à peu près 1664 heures travaillées, donc plus ou moins 1 an. OK? Donc, première chose à faire pour connaître sa masse salariale, c'est de se créer sa propre échelle salariale. Parce que sinon, on commencera pas à donner des prix. OK, je vais engager une telle à tel montant, puis une telle à tel montant, puis une telle à tel montant. Après ça, les filles, ils vont se parler sur le plancher et la guerre va prendre. Si une qui a plus d'expérience, elle a finalement un salaire plus élevé que l'autre, qui est le plus ancienne, ou en tout cas. Fait que créer votre propre échelle salariale, de toute façon, ça va être beaucoup plus facile pour vous de vous y retrouver, de vous y fier, puis de pouvoir prévoir justement vos coûts. Donc, moi, je suis partie de l'échelle salariale du ministère de la Famille. Et moi, à l'époque, je payais les éducatrices 1 $ de moins de l'heure que l'échelle salariale. Là, l'échelle salariale, elle a beaucoup monté. Fait que là, j'ai fait un exercice pour le fun, puis j'ai mis comme si on payait 3 $ de moins de l'heure. Ça sera à vous de voir avec les revenus que vous allez facturer aux parents. Peut-être que vous allez être capable de payer 2 $ de moins de l'heure. Peut-être que ça va être 1 $ de moins de l'heure, comme peut-être que ça va être 4 $ de moins de l'heure. Ou sinon, vous pouvez inventer vos salaires aussi, il n'y a pas de problème. C'est juste que moi, je suis partie de quelque chose qui est habituellement vendeur pour pouvoir expliquer aux éducatrices où est-ce que, tu sais, comment j'ai fait mon calcul, pourquoi j'arrive à ce montant-là. Donc, j'ai fait mon échelle salariale pour les filles qualifiées. Donc, c'est l'échelle salariale du ministère, moins 3 $ de l'heure. Même chose pour les non-cales. Et à la cuisine, j'ai mis 4 $ de moins de l'heure parce que on est capable souvent de trouver des gens qui acceptent souvent d'être payés un petit peu moins à la cuisine. Et je trouvais ça un peu ridicule que la cuisinière elle ait moins, elle ait plus en salaire que la fille qui était sur le plancher. Alors, je me suis organisée avec ça comme ça ici. Une fois que ton échelle salariale, elle est créée, l'étape numéro 2, il faut que tu viennes calculer, selon tes horaires établis, ton besoin en personnel. Oubliez pas, il y a 4,3 semaines dans un mois. Et oubliez pas qu'il va falloir ajouter justement les déductions à la source à la fin. Fait que, par exemple, là, si on regarde, là, si par exemple, on est à pleine capacité, donc si on a besoin de 10 éducatrices, admettons qu'ils font du 40 heures par semaine, ça peut être 30, 32, 35, 36, 38, ça sera à vous de déterminer. Et j'ai dit pour le fun, une cuisinière à 25 heures par semaine. Oubliez pas les ratios du ministère de la Famille. Donc, c'est une éducatrice qualifiée sur 3 pour les 5 premières années. Après ça, ça sera 2 sur 3. Donc, pour 10 éducatrices,
avec un ratio d'1 sur 3 qualifiés, on a besoin de 4 éducatrices qualifiées et 6 éducatrices non qualifiées. Alors là, j'ai toutes listé mes 10 éducatrices, les 4 premières Q pour qualifiées, NQ pour les 6 autres pour non qualifiées. Et là, je me suis amusée à mettre des échelons un peu aléatoires pour avoir une idée d'à quoi ça pourrait représenter. Avec les salaires que j'ai mis dans mon échelle un peu plus haut. 40 heures par semaine, 4,3 semaines dans un mois, ça donne les salaires, plus la cuisinière. Donc, le total pour les employés, 33 190. Si on ajoute le 15 pour les déductions à la source, donc plus 4 900, blablabla, ça fait 38 000 de salaire quand on est à pleine capacité. Mais là, il faut ajouter son salaire de gestionnaire. La première année, ça se peut qu'on se prenne juste un 50 000 parce que le temps que la garderie elle démarre, le temps que la garderie elle soit pleine, si la garderie elle se remplit vite, vous allez pouvoir modifier votre salaire en cours de route plus facilement. Si ça prend 6 mois ou 1 an, ça sera à vous de voir. De toute façon, ça aussi, on peut moduler. Si vous voyez que vous faites 200 000 de profit à la fin, bien, vous pouvez vous donner plus que 50 000 de salaire en commençant, bien entendu. J'ai mis 50 000 juste pour la forme. Alors, ça revient à 4 166 par mois. Les déductions à la source, 6-7 quand on est gestionnaire parce que nous, entre autres, on ne se paye pas de CNESST à nous. Alors, tout ça mis ensemble, ça ferait une masse salariale de 42 584,93 $ par mois si on est à pleine capacité. Là, regardez pas les chiffres que j'ai mis dans ces prévisions financières-là pour les salaires, là, parce que je m'étais fait une autre échelle salariale à côté. De toute façon, toutes les échelles salariales sont bonnes. Ça dépend de vous, les chiffres que vous allez mettre là. Oubliez pas, quand on commence jour 1, on n'est pas à pleine capacité. Fait que là, je vous ai fait un autre exemple de si on commence, par exemple, avec, là, non, c'est pas vrai, j'ai mis comme si on était au 3e mois d'opération. Fait que, admettons qu'on est au 3e mois d'opération, admettons qu'on est rendu à 50 enfants. J'ai identifié ici les groupes d'enfants pour savoir on avait besoin de combien d'éducatrices dans chacun des groupes. Donc, admettons qu'à 50 enfants, on a besoin de 8 éducs, 3 éducs qualifiés, 5 non-cal, plus la cuisinière. Donc, encore une fois, j'ai mes 3 éducatrices ici qualifiées, les 5 autres non qualifiés avec des échelons que je me suis amusée à varier. Les tarifs horaires, les heures par semaine, 4,3 semaines dans un mois. Encore une fois, on ajoute le salaire de la cuisinière, le total pour les employés, plus le 15 de déduction à la source, les DAS, le total ici, plus la gestionnaire. Donc là, j'ai calculé que la première année, on n'avait pas d'adjointe, mais si vous voulez vous rajouter une adjointe jour 1 à vous, donc le 3e mois d'opération, avec ce que j'ai indiqué ici, la masse salariale représenterait 34 649. Excuse-moi. Oui, correct. Là, tu calcules 4,3 semaines, mais si je l'ai calculé en jours, est-ce que ça va aussi? Oui. Oui, OK. J'ai fait comme un peu les enfants, les paiements des parents sur les enfants. C'est correct. Okay. C'est bien correct. Puis, tu sais, si vous voyez que, oh mon Dieu, avec ça, vous n'arrivez pas, ben retournez jouer peut-être dans vos salaires, peut-être. Tu sais, des fois, c'est pas grand-chose. Des fois, un 50 cents de l'heure ou un 25 cents de l'heure, ça fait pas une énorme différence, mais ça va faire en sorte que, tu sais, vous arrivez au bout de la course, là. Aussi, c'est le fun de jouer avec les échelons. C'est sûr que si vous me dites « Ah, moi, je veux juste des filles qualifiées qui sont 5e échelon et plus parce que je veux des filles qui savent où est-ce qu'ils s'en vont », ben c'est sûr que ça se paye, des filles qui sont toutes qualifiées puis qui sont 5e échelon et plus, là, des filles qui savent où est-ce qu'ils s'en vont. Donc, si on engage peut-être juste des filles qui sont qualifiées, ben peut-être que vous n'arriverez pas. Si on engage juste des filles qui ont énormément d'expérience, peut-être que vous n'arriverez pas. Fait qu'en même temps, ça vous permet ici de jouer un peu avec vos chiffres puis d'avoir une idée de on part par où puis qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir venir entrer après ça nos chiffres ici. Est-ce que vous avez des questions, mesdames? Des questions? Par rapport aux prévisions financières, par rapport au calcul de la masse salariale?
Je sais pas si c'est plus un commentaire ou une réflexion, là, mais je parlais avec mon banquier puis il me disait que les garderies subventionnées, ils vont quasiment jusqu'à 15 de marge, puis qu'une garderie privée non subventionnée, mettons, moi, selon mes calculs, je suis comme à 3-4 puis là, genre, c'est un peu décourageant, là, j'étais comme, on fait pas ça pour l'argent, mais en même temps, il faut que ça soit rentable, c'est une business, une entreprise, puis C'est sûr. C'est c'est sûr. comme décourageant parce que je me dis, en tout cas, je sais que là, ça va jouer, comme tu disais, avec les salaires, si t'embauches trop, qualifié, pas qualifié, Ouais. et il y a des scènes puis des qu'on va pouvoir aller chercher, mais je sais Ouais. pas, c'est une réflexion c'est un gros projet, c'est un bon Oh, investissement, c'est sûr, c'est sûr. Tu sais, c'est sûr que les gens, tu sais, puis je vais me faire l'avocat du diable, là, les gens qui veulent partir une garderie parce que ce sont des investisseurs. Tu sais, eux autres, là, par exemple, là, ils disent, une garderie, ça va être payant, je vais ouvrir une garderie, je vais mettre du monde là-dedans, puis quelqu'un pour gérer, puis moi, je m'en occupe pas. C'est pas payant d'avoir une garderie, là. T'sais, oui, c'est sûr que c'est une business. Oui, c'est sûr qu'on veut avoir du profit en bout de la ligne. Vous allez en avoir, mais vous ne deviendrez pas riche avec ça, là. L'idée d'avoir une garderie, c'est d'être son propre patron, c'est de faire une différence au quotidien dans la vie des enfants, dans la vie des familles, dans la vie des gens, c'est de créer de l'emploi, c'est d'avoir une flexibilité, d'avoir une belle qualité de vie, d'avoir une liberté. C'est ça, avoir une garderie. Quelqu'un qui veut se partir de ce business-là pour devenir millionnaire, il cogne pas à bonne porte. Ça, c'est sûr et certain. Puis, tu sais, oui, les garderies subventionnées, ils reçoivent plus d'argent parce qu'en fait, ils reçoivent le paiement des parents, plus ils reçoivent des subventions. Un mis dans l'autre, ils reçoivent plus de revenus que nous, qu'est-ce qu'on peut facturer uniquement aux parents. Sauf que, tu sais, il y a des avantages et des inconvénients à être subventionnés. Ils ont énormément de paperasse de plus à remplir. Ils doivent des comptes au ministère. Ils peuvent pas faire plus que 9 000 de profit par mois. Pas par mois, mais par année. Parce que s'ils font trop de profit, ils se font couper leur subvention. Fait que tu sais, c'est pas rare qu'on voit des CPE en fin d'année changer le module de jeu, acheter des manteaux neufs aux filles parce qu'ils ont besoin de dépenses. Fait que tu sais, il y a des avantages et il y a des inconvénients là. Fait que ça sera à vous de voir, mais oui, c'est sûr que il va rester du profit à la fin de l'année, c'est sûr. Oui, c'est sûr que vous allez pouvoir vous tirer à moyen terme un excellent salaire. Peut-être pas la première année, parce que comme toute entreprise, le temps que ça se mette en branle, le temps que ça se mette en route. Mais si tu fais ça parce que tu veux être ton propre patron, puis pour tous les avantages que j'ai nommés, tu es assise sur la bonne chaise. Si, Laurence, tu fais ça parce que tu veux faire 1 million par année, peut-être pas la bonne entreprise. Mais, alors, ça, j'ai compris ça. ouais. J'ai une autre question. Parce que là, je veux pas. Moi, mon dossier est déposé depuis septembre. Je suis toujours en attente de réponse. J'ai ma lettre de recevabilité. Je sais que mon dossier est OK en termes de contenu. Parfait. Là, entre-temps, j'ai eu un écoute de vestiaire qui a une garderie qui est à vente à Québec aussi. Puis là, j'en ai vu les chiffres. Ça m'a fait un peu peur. T'en penses quoi, toi, acheter une garderie qui est plus ou moins à flot, elle a une mauvaise réputation parce que le propriétaire, il a eu des comportements un peu. Pas OK. pédophile, mais genre Mon Dieu. douteux par rapport à des commentaires par rapport à des enfants. Des histoires d'horreur, on en a eu, mais Et- je me demande, t'en penses Mais- quoi, toi, reprendre la relève de ça? Je suis mieux de repartir à zéro, c'est comme un peu ça. Il y a des avantages et des inconvénients. C'est sûr que ça va te coûter plus cher d'acheter une garderie qui est déjà en opération versus d'en partir une de scratch, parce que lui, vu que la garderie, il y a des enfants dedans, ben ça se paye. C'est sûr que si tu débarques là avec tes gros sabots puis que tu veux tout changer, ça se peut que ton staff, tout le monde, ça leur camp, les parents, le staff, tout le monde, parce que sont habitués d'une certaine façon. Pour ce qui est de la réputation, ben là, c'est sûr et certain que ça sera à toi de faire de la publicité puis du marketing en conséquence. Tu sais, nouveau propriétaire, nouvelle vision, c'est pas, tu sais, mais ça va falloir que tu mettes beaucoup d'énergie à défaire ce qui a été fait. Parce que, tu sais, on le sait, une entreprise, quelqu'un qui est pas content, il va en parler à 10 personnes minimum. Puis tu sais, c'est le téléphone arabe, là, tu sais, après ça, c'est tout le monde, ah oui, elle va pas à telle place, c'est telle affaire, puis là, les rumeurs, puis les potins. Ça se renverse une réputation, mais c'est sûr et certain qu'il va falloir que tu fasses des changements majeurs, puis que tu arrives avec un effet wow aux parents, puis que tu mettes en place beaucoup de choses, puis beaucoup de pubs, beaucoup de marketing. Pour le staff existant, il va falloir que tu arrives aussi avec quelque chose de wow. Tu sais, il va falloir vraiment que, tu sais, quand on prend une garderie qui est déjà en opération,
oui, c'est sûr qu'à long terme, on va être capable d'amener la garderie vers ce qu'on veut, mais ça va être tranquillement, pas vite, parce que si tu rentres là avec ta machette, là, puis que tu chambranles tout bout pour bout, là, les gens aiment pas ça, le changement habituellement, fait que tout le monde va prendre leur jambe à leur cou. Mais parce que ça se fait, genre, d'acheter juste le permis, parce que j'ai eu les coups de vaisselle qui avaient même déjà fermé la garderie. Il y a tellement personne à cause de la situation OK. que Mais oui, ça se on fait perd acheter du le temps. permis. Si le permis est encore valide, oui, ça se fait, tu peux acheter le permis. Sauf que j'imagine qu'ils ont encore un bail, fait que j'imagine que la garderie, même si elle est vide, ils ont le permis, ils ont le local. En tout cas, ben oui, ça se fait d'acheter. Mais moi, si j'étais toi, là, si tu dis que tu as envoyé ça au mois de septembre, ça veut dire que tu as reçu ta lettre quoi, novembre, comme quoi que ton dossier était recevable? La lettre de recevabilité, je l'ai reçue le 21 septembre de Mme Ah, Vachon. mon Dieu, ils ont été vite. Fait que là, t'attends depuis le mois de septembre. Ouais. Sont-ils Puis pas genre, j'ai. T'as-tu Tous les appelé? acteurs sont en stand-by. Puis là, j'essaie de contacter la MFA avec mon numéro, comme tu as dit, NEQ. Puis tout le monde me dit, ah, je vais vous transférer à telle personne, transférer à telle personne, mais personne ne sait. Ben, avec ton numéro d'NEQ, ils sont capables de savoir ton dossier est rendu où, par exemple. Ben, la fille que j'ai appelée, elle me dit que non. Rappelle, parle à quelqu'un d'autre. On va espérer que la 6e personne, ça soit la bonne. Non, mais c'est parce que ceux qui répondent, eux autres, ils savent rien, là. Ben, ils savent rien, en tout cas. Eux autres, il faut qu'ils te transfèrent à un technicien au permis. Sauf que moi, ils n'ont pas voulu me transférer parce que j'avais pas de numéro d'NEQ quand j'ai appelé. Sauf que toi, vu que tu en as un, ils vont vouloir te transférer à la technicienne en permis. Fait qu'elle, avec ton numéro d'NEQ, théoriquement, écoute, là, depuis le 21 septembre, elle devrait être en mesure de te dire, tu sais, ton dossier, ça s'en vient-tu? Ou parce que là, ça commence à être long, honnêtement, là. Ben, c'est parce que là, tout le monde, les acteurs de financement, le bail, même le bail, il était comme, tu signes-tu, tu signes pas? J'étais comme, ben, toujours pas de réponse, je veux pas m'engager. Rappelle le ministère. Écoute, on est rendu, demain, on est le 11, le 11 Ouais, je sais, je capote un peu aussi, là. J'étais comme, novembre, décembre. Écoute, 4 mois, non, tu devrais avoir une réponse, là. Sinon, fais ta nouille sympathique, là, Laurence. Dis, coudonc, ben, pas de même, là. Mais, tu sais, dis, coudonc, est-ce que vous pensez que je vais avoir une réponse, tu sais, tu sais, donnez-moi une ordre de grandeur d'idée, tu sais, ça va être dans 2 semaines, dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois, elle va sûrement te voir, puis elle va sûrement te dire, ah, non, non, là, pas dans 3 mois, là, tu sais, fait qu'au moins, ça va te donner une idée, là, s'ils sont pas capables de te donner une idée précise, parce que moi, j'ai une autre cliente qui a appelé, puis ils ont dit, que il était rendu à analyser son truc. En tout cas, elle était était plus en retard que toi, là. Mais ils ont dit que son dossier était rendu où. Fait que c'est pour ça que je te dis, rappelle, parle vraiment, s'il y a plus qu'une technicienne au permis, essaie de parler à quelqu'un d'autre. Hop, t'as une minute, il y a des commentaires. Ouais, Marie-Josée a dit beaucoup de retard en raison des élections. Oui, effectivement, ça, le monsieur me l'a dit, vu que il y a un nouveau cabinet de ministre, puis que là, il y a une nouvelle ministre qui est nouvellement en poste. Ça peut être très long. Puis elle a dit qu'elle a reçu sa demande probablement de sa lettre de recevabilité depuis cet été, puis elle a dit que sa réponse, ça va être en janvier. Fait que si elle a envoyé ça cet été, ça fait que peut-être encore un mois, Laurence, à moins que là, la nouvelle ministre mette les bouchées doubles, là. Mais ouais, fait que mais moi, je rappellerais. Moi, je serais tellement fatigante, là, je serais tellement écœurée de m'entendre au téléphone que il me répondrait. Voilà. Alors, mesdames, est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, mon Dieu, il est déjà 9h07. Oui, 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 oui. Le député de sa région aussi, sauf que il y a plus les comités. Souvent, les députés, souvent, ils étaient sur le comité consultatif, mais là, ils ne le sont plus. Donc, est-ce que la députée va être au courant? Sinon, est-ce elle peut faire des démarches pour Laurence? Peut-être, Laurence, effectivement, Marie-Josée, elle a peut-être une option. Tu peux peut-être essayer de voir avec la députée de ta région. Bonne idée. Les filles, avez-vous d'autres questions? Des questions une fois, des questions 2 fois, des questions 3 fois, vendu, super. Donc, écoutez, merci vraiment d'avoir été présente avec moi ce soir. J'espère que vous avez vraiment trouvé de la valeur dans toutes les explications que je vous ai données. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a aidé.
Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un courriel à julie@juliemassaro.com. Si vous êtes capable d'y penser, là, des fois, je reçois un nombre très impressionnant de courriels. Si vous êtes capable de commencer dans le titre du courriel, dans l'objet, soit ask ou demande, comme ça, je vais savoir que c'est vous autres, fait que je vais être capable de vous répondre en priorité versus l'océan de courriels que des fois je peux recevoir dans une journée. Donc, pour toute question, vous pouvez m'envoyer un courriel, ça va me faire plaisir. Et Marie-Josée dit merci beaucoup, mais merci à vous. Sinon, ben nous, on va se revoir en forme le vendredi 10 février à 19h30. Donc, sur ce, mesdames, je vous souhaite une super belle soirée. Si vous voulez revisionner le webinaire qu'on vient de faire en rediffusion parce que vous voulez venir saisir d'autres explications, je vais le déposer dans les prochains jours sur le portail de formation. Donc, on se connecte, on va dans le menu de gauche, dans l'onglet ressources, et ensuite, tout au bas de la page, il y a tous les 6 à peu près derniers webinaires en rediffusion. Donc, il se retrouvera là. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là pour vous. Puis, je vais relancer le ministère dans quelques semaines, voir s'il y a du nouveau. Si jamais c'est le cas, soyez assurés que je vais vous tenir au courant. Alors, sur ce, je vous souhaite une super belle soirée. Merci beaucoup tout le monde. Bye bye.